Malfatto est photographe, romancière et journaliste, un temps reporter de guerre. Autrice du livre Le colonel de Dorpa, paru chez Elisade en 2022, lauréate en 2021 du prix Goncourt du premier roman pour Que sur toi se lamente le tigre et du prix Albert Londres pour Les serpents viendront pour toi, une histoire colombienne. Raphaël Roa, lui, est photographe et réalisateur, né en Colombie et a travaillé en Argentine. Samedi 29 mars 2025, ils étaient tous deux à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du prix du jeune écrivain et de la semaine du jeune écrivain du 20 au 30 mars autour de leur livre « L'absence est une femme aux cheveux noirs » paru aux éditions du Sous-Sol, qui revient sur les personnes disparues et les enfants volés pendant la dernière dictature argentine entre 1976 et 1983. Dans un présent nébuleux, la narratrice, celle aux cheveux teints en noir, pose des questions sans réponse et suit les silences d'une ville, Buenos Aires, où l'on ne veut pas se souvenir. Le livre est une errance fantomatique autour de lieux de supplice, complétée par les images de Raphaël Roa. La rencontre était animée par Brice Torrecillas. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On conserve les micros parce que les propos vont être enregistrés. Je suis ravi de vous accueillir au nom de la librairie Ombre Blanche et du prix du jeune écrivain, puisque cette rencontre s'inscrit dans ce prix qui fête ses 40 ans. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir de vous reposer à peu près les mêmes questions, mais on essaiera de varier les plaisirs tout à l'heure à 15h15 à Muret, dans le cadre d'une table ronde avec d'autres auteurs. Voilà, donc ravi de vous présenter Emilienne Malfatto, autrice, photojournaliste et photographe documentaire indépendante. Elle est lauréate du prix Goncourt du premier roman 2021 pour Que sur toi se lamente le tigre et du prix Albert Londres pour Les serpents viendront pour toi, une histoire colombienne. Elle a étudié d'ailleurs en Colombie, en France, où elle est diplômée de l'école de journalisme de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a commencé sa carrière à Bogota, a travaillé au bureau de l'agence France Presse au Moyen-Orient. Elle a travaillé au bureau Moyen-Orient Afrique du Nord basé à Chypre. Elle s'est alors rendue en Irak, qui était à ce moment-là un pays en guerre. En 2015, elle est allée en Turquie pour rencontrer des candidats à l'exil et elle a tiré Dernière escale avant la mer, un reportage récompensé par le prix France Info 21 du nom de la revue. En janvier 2020, elle s'est rendue à Bagdad pour couvrir là, je vais peut-être mal prononcer la Tavra. Thaura. Pardon? Thaura. Oh, j'y serais jamais arrivé. Autrement dit, la révolution irakienne pour le Washington Post. Et ces photos ont été exposées au Festival ISEA pour l'image de Perpignan. En septembre 2020, donc, elle a publié ce fameux premier roman. Qui, je vous le disais tout à l'heure, a obtenu le prix Goncourt du premier roman. Et en juin, 2021, elle a publié aussi un essai d'investigation. Là aussi, je vous le rappelle, je redis un peu la même chose. Simplement, je vais me permettre d'ajouter que, concernant cet essai, elle s'est intéressée aux disparitions des leaders sociaux en Colombie en enquêtant sur l'assassinat d'une mère de 6 enfants qui habitait une ferme de montagne. Et j'ajouterai une dernière chose pour entrer dans les détails. En 2022, vous avez présenté votre livre Le colonel de Dorpa dans l'émission, la fameuse émission La Grande Librairie sur France 5. Quant à Raphaël Roa, il est né en Colombie, il est photographe et réalisateur. Il a travaillé sur le conflit armé colombien et la question de la mémoire familiale. Son travail en Argentine, s'inscrit dans la continuité de cette trajectoire avec une photographie, dit-on, sensible et évocatrice, un regard résolument singulier sur lequel nous allons bien évidemment revenir puisqu'il s'agit de ce travail-là. Concernant ce livre, L'absence est une femme aux cheveux noirs, donc un livre écrit à
deux voies de médias, la littérature, peut-être même, pourrais-je dire, la poésie, on va en reparler, et donc les photographies de Raphaël Roa, que je vous engage, tout comme le texte bien évidemment, à découvrir, tout cela étant édité par les éditions du Sous-Sol. L'absence, c'est une femme aux cheveux noirs. Il s'agit du drame, du long drame qu'ont vécu les Argentins, et plus particulièrement les habitants de Buenos Aires, durant la dictature. La première question que je vais vous poser, Émilienne, c'est d'une part effectivement de développer un petit peu l'enjeu de ce livre et d'en venir à ce qui apparaît au milieu de ce livre. Pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire ? Bonjour. Alors... C'est difficile tout d'un coup comme ça. Non, voilà, il faut se chauffer. Non, en fait, l'histoire de l'absence, l'histoire de ce bouquin, en fait, c'est l'histoire d'un échec journalistique. Parce qu'au départ, c'était censé être une série d'articles sur le thème de en gros, la question, c'est une question qui, moi, je pense, me travaillait, pour tout un tas de raisons conscientes ou inconscientes. C'était qu'est-ce qui reste de la dictature argentine 40 ans après, en fait. Enfin, sachant que c'est un pays qui a, contrairement à tous les autres pays du cône sud qui ont été en dictature, il y a eu un travail de mémoire, il y a eu des procès, enfin, je veux dire, il ne s'est pas rien passé, il y en a eu plus qu'en Espagne. Et moi, ça m'intéressait de dire, OK, il s'est passé tout ça, et maintenant, qu'est-ce qui reste ? C'est quoi une société où il manque des gens ? C'est quoi une société où il y a... Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment une curiosité par rapport à ça. Des gens, il y a encore des énigmes. Il y a encore des énigmes. Pour autant, il y a un travail de mémoire. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne, ce truc ? Et je pense que c'était vraiment... Enfin, les faits, on les connaît, en fait. Si on veut savoir ce qui s'est passé en Argentine, on va sur Wikipédia et c'est bon, on les a, les infos. Et je pense que moi, ce qui m'intéressait, c'était quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus charnel. Enfin, voilà. Et donc, je deal comme ça une série d'articles avec plusieurs médias. Et je pars m'installer en Argentine. En fait, là, quand on est freelance, on m'a dit que vous étiez journaliste, je ne sais pas si vous êtes freelance ou pas, mais quand on est freelance, absolument. Le mauvais côté, c'est quand même la dèche et la maltraitance des médias, mais les bons côtés, c'est qu'on a du temps. Donc voilà, je pars en Argentine pour plusieurs mois et je rencontre plein de gens, tout ça. Et puis évidemment, tout s'est magistralement cassé la figure avec les médias. Et donc, je me retrouve avec mes articles et avec quand même la sensation qu'il y avait probablement une manière encore plus personnelle de raconter les choses et que c'était peut-être ça qui était le plus intéressant. Mais je me retrouve avec mes papiers en disant « Ok, j'ai perdu mon temps » et voilà. Et en fait, là, Adrien Bosc qui est mon éditeur aux éditions, voilà, qui est mon éditeur aux éditions du Sous-Sol, m'a dit « Mais on pourrait faire un bouquin ». L'idée vient de lui. L'idée vient de lui. L'idée de dire on va faire un bouquin avec des photos vient de lui aussi. Et donc voilà, moi j'ai eu quelques tergiversations. Et puis après, on est reparti du coup en Argentine. Donc cette fois avec Raphaël pour que lui fasse toute la partie photo. Parce que l'idée c'était vraiment d'avoir un double récit. Mais si vous êtes reparti, pardonnez-moi, c'est aussi pour le texte ou juste non, pour les photos ? Non, c'est aussi pour le texte. Non, c'était aussi pour le texte. C'était la partie photo tout était à faire parce qu'il y avait déjà, moi j'avais déjà en gros une base sur laquelle travailler. Donc du côté de Raphaël, tout était à faire, mais moi il y avait aussi une volonté d'approfondir. Je suis curieux, moi, ces articles, ils étaient constitués de quoi ? Comment se présentaient-ils ? C'était des enquêtes, c'était des C'était 6 papiers, quoi, reportage, enquête, ouais, quoi, enfin, c'est classique. D'accord. Ouais, et alors, c'est d'autant plus curieux que vous avez complètement modifié la forme, puisque tout à l'heure, j'ai laissé échapper le mot poésie, pas du tout par hasard, parce qu'effectivement, tant dans la mise en page que dans la fluidité, la sonorité, le style en lui-même, on est bien plus proche de la poésie que de l'article journal. Oui, tout à fait. De toute façon, c'était l'idée.
Et oui, donc ça, je me doute bien, mais pourquoi pas justement par contre-pied de ce que vous aviez déjà fait, ou parce que vous pensiez que ça pourrait servir davantage le propos? Alors, pas pour prendre un contre-pied, il n'y avait pas de forme de revanche à prendre à ce niveau-là, ou de volonté de s'inscrire en faux par rapport à quelque chose. Non, c'est en fait spontanément. En fait, il y a un premier truc, c'est que quand j'étais à Buenos Aires la première fois, il se trouve que j'ai un ami qui publie un petit fanzine, machin, et qui, un soir, en rentrant chez moi, je trouve un mail où il me dit: est-ce que tu n'as pas un texte, un petit truc, machin, pour moi, pour aujourd'hui ou pour demain? Et j'avais rien. Mais le fait qu'il me demande ça a fait en fait surgir ce qui correspondrait à peu près au début du bouquin. Et là, je me suis dit: ah, tiens, il y a un truc quand même qui est sorti à ce niveau-là. Et ça a été en fait la base de la réflexion, quoi. Et ensuite, il y a l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les faits en Argentine, on les connaît. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut malgré tout les rappeler? Oui, bien sûr. Donc, et pardon pour ceux qui savent déjà, si je fais trop long, il faut me couper. Donc, dans les années en 76, parce que le coup d'État militaire argentin a lieu le 24 mars 76, il y a quelques jours qu'il y a eu les commémorations. Enfin, on pourra reparler de ce que fait le gouvernement argentin ces jours-ci. Donc, en 76, en fait, la quasi-totalité des pays vraiment du cône sud de l'Amérique latine sont sous le coup de dictature militaire d'extrême droite, dans le contexte de la guerre froide. Et donc, à cette époque-là, il y a le Brésil, le Paraguay, dont tout le monde se fout, ils ont passé 30 ans en dictature, mais tout le monde l'a oublié, l'Uruguay, la Bolivie et le Chili qui tombe en 73. Et donc, tout le monde, en fait, autour de l'Argentine est en dictature militaire d'extrême droite. Tout ça avec, évidemment, l'approbation du bloc de l'Ouest, le soutien des États-Unis, de la France qui enseigne la torture, enfin voilà. Et par ailleurs, en Argentine, pour dire les choses clairement et navré pour l'expression, mais en fait, c'est complètement le bordel. Ils n'arrivent pas à garder Enfin voilà, c'est très instable politiquement, c'est très instable économiquement. Il y a eu dans les années précédentes, et il y a toujours un peu, même si c'est la fin, des mouvements de guérilla d'extrême gauche. Donc il y a un peu ce truc de le péril rouge qui est très exploité par les gouvernements. Et donc tout le monde sent un peu que voilà, il y a déjà des gens qui disparaissent enlevés par les militaires avant le 24 mars 76. Donc voilà, ça sent pas très bon. Et par ailleurs, il y a une bonne partie de la population aussi qui est contente, quoi, quand le coup d'État arrive, en disant: ah, mais un peu d'ordre, voilà, ce côté. Parce que aussi, c'est pas la première fois. L'Argentine a eu plein de coups d'État militaires. Raphaël, servez-vous du micro. Non, que c'est pas la première fois qu'il y a des coups d'État. Oui. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu genre un par décennie à peu près dans les décennies d'avant, donc ils en ont quand même souvent. Et donc 24 mars 76, coup d'État, junte militaire qui a la spécificité, junte civico-militaire qui avec une alliance des 3 corps d'armée, donc un truc assez solide. Et grosse dictature d'extrême droite, enfin voilà, avec une spécificité qui est due au fait, je pense que ce soit les derniers comme ça à passer en dictature, qui est que, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu le Chili. Et au Chili, on a fait quoi? On a mis les gens dans les stades, on les a fusillés, tout ça a été en fait fait assez ouvertement. Et c'est très bien de fusiller des communistes à l'époque, sauf que bon, à un moment, ça a fini par faire un peu grincer des dents quand même, quand même là. Et donc les Argentins, la junte en fait est, je pense, beaucoup plus maligne et beaucoup plus vicelarde, et dit bon ben nous très bien, on va fusiller les gens, machin, juste on va les faire disparaître. Et donc voilà, on fait les gens disparaissent, et avec les gens qui cherchaient en fait leurs disparus, on leur disait mais non pas du tout. Là, votre fils, votre fiancé, votre sœur est probablement en train de se la couler douce dans un autre pays. Pas du tout. Il n'y avait aucune preuve, en fait. Il y avait ce discours cynique. Ah, moi, j'ai entendu des gens me dire ça, oui. D'accord. Qu'on leur disait, mais non, mais là, ils sont partis. Ils sont dans un pays de gauchistes et ils sont très heureux. Nous, pas du tout, quoi. Et alors, ce que j'ai découvert dans votre livre, c'est que les disparitions remontaient encore avant l'arrivée de la junte militaire.
Oui, il y a des... Ça a commencé quoi, en 74, non? Enfin, ça a commencé pas mal avant, quand même. Enfin, il y a des cas... Par exemple, il y a une personne dont on parle dans le livre, Victoria. Victoria, elle a été volée. Oui, Avant le coup d'État, il y a des gens qui... 75, il y avait des gens qui disparaissaient, je pense même 74. Et la junte reste au pouvoir jusqu'en 83. Ouais. Hein, et ensuite, il y a eu des procès dont on reparlera, puisqu'il y a eu des péripéties, des lois. Mais je voudrais quand même entendre, avant cela, Raphaël sur cette histoire-là. C'est une histoire que vous connaissiez par vos origines, forcément, et qui vous tenait à cœur. Et comment on a fait appel à vous en toute connaissance de cause, j'imagine. Je viens de Colombie, c'est-à-dire qu'en Colombie, l'Argentine, c'est comme une sorte de référence et dans la question de la mémoire, parce que les années de conflit en Colombie laissaient beaucoup de disparus, beaucoup de victimes. C'est-à-dire qu'en Argentine, il y a, comment on peut dire, comme un essai de faire les choses après de la dictature de bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a des politiques de mémoire, il y a des choses qui essayaient d'aider les victimes. Et voilà, et je pense qu'en Colombie, par exemple, quand il y avait l'accord de paix, il y a une manière de dire oui, c'est l'Argentine, c'est la référence de comment on doit le faire. Et pour moi, c'est important parce que j'ai travaillé aussi dans la commission de la verdad, que c'était une institution, la vérité, voilà, que c'est une institution qui est née après les accords de paix en Colombie. Alors que pour moi, les choses qui se passaient en Argentine sont proches de certaines manières. Mais par contre, quand je suis arrivé à l'Argentine, pour moi, c'est un pays un peu... C'est-à-dire, l'Argentine, c'est trop différent de toute l'Amérique latine. C'est pas Pérou, c'est pas la Bolivie, c'est différent. Et pourquoi? Parce que c'est plus européen. C'est européen. C'est plus européen et il y a... Oui, je sais pas, mais il y a une grosse différence entre la Colombie, entre l'Argentine. C'est-à-dire, nous sommes plus proches au Mexique, je pense, que l'Argentine. Et voilà, quand je suis arrivé là-bas, c'est de dire, waouh, c'est vraiment différent. C'est la manière d'être de les Argentines, c'est différent. Et voilà, je pense que tout c'est pour dire que l'histoire, c'est connu, c'est proche pour moi, mais en même temps, c'est un pays bizarre pour moi. C'est un pays différent. C'est-à-dire que, oui, il y a deux manières de le voir pour moi. Et sur l'histoire elle-même de la dictature, vous avez découvert des choses? C'était une histoire qui vous était déjà proche ou... Alors, il y a questions qui pour moi que je ne savais pas, c'est-à-dire... je savais qu'il y a des guérillas dans l'Argentine, mais par exemple, je ne savais pas que c'était une guérilla plus urbaine. C'est-à-dire, en Colombie, la guérilla c'est plus rural, c'est à la campagne, il y a beaucoup de conflits, mais tout c'est à la campagne. Et pour moi, c'est-à-dire, je pensais à Nicaragua, je pensais à... Voilà, Pérou, je pensais toujours que la guérilla, c'est la campagne. Pour moi, c'est toujours. Et pour moi, c'est impensable de dire la guérilla, c'est à l'intérieur d'une grosse ville comme Buenos Aires. Oui, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, c'est ce que vous transmettez, et à travers les photos et à travers le texte, au lecteur, c'est que vous insistez sur le fait que... cette ville qui semble anodine, enfin, cache un secret. C'est une ville de mensonges, dites-vous. Oui. Ça vous fait sourire?
c'est rude quand même. Voilà, c'est une ville qui ment, une ville de mystère. Oui, parce que ça me fait sourire parce que je sais pas, quand on me rappelle des choses que j'ai écrites, il y a un côté ah oui, j'ai dit ça quand même. Non, mais je sais, ah non, mais je me rappelle tout à fait, je le reconnais tout à fait, puis je me rappelle très bien. Mais oui, c'est à un moment. Alors ça c'est, je me rappelle cette sensation, elle vient des premiers mois que j'ai passé à Buenos Aires, et à un moment, en fait, on devient un peu parano, et ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai fait l'enquête sur les leaders sociaux disparus en Colombie. À un moment, vous dites, mais en fait, tout le monde ment, et en fait, tout ment. Et donc, enfin oui, et là, c'est aussi une licence poétique, il y a un truc de dire, c'est une ville de mensonges. Mais à un moment, il y a un côté, vous vous dites, en fait, on sait pas, personne sait vraiment qui il est. C'est énorme, il y a toute une génération. En gros, toutes les personnes qui sont nées, en gros, entre 75 et 82, peuvent très très bien ne pas être les personnes qui croient être. Et c'est énorme. Ça, il faudrait peut-être préciser, parce qu'on a parlé des disparitions, mais nous n'avons pas parlé des bébés. Oui, donc la dictature fait disparaître des gens, et parmi ces gens qui disparaissent, il y a des femmes, et il y a des femmes qui sont enceintes, soit qu'ils le savent, soit qu'ils ne le savent pas, parce qu'il y a aussi, par exemple, des cas qui sont particulièrement retors. C'est des femmes qui ont été enlevées alors qu'elles étaient en tout début de grossesse, qu'elles ne le savaient pas, que leurs proches ne les savaient pas. Et donc, de temps en temps, comme ça, il y a la liste des enfants volés qui augmente en disant « Ah ben oui, en fait... j'en sais rien, moi, Maria Paz, machin, elle était enceinte, et on le sait parce que quelqu'un qui était en détention avec elle a vu à un moment... Enfin, voilà, c'est très compliqué à reconstruire comme histoire. Et donc, ces femmes-là, aussi, je sais pas, il y a un truc absurde, quoi, d'imaginer... Enfin, il y a un truc hyper violent, il y a un truc affreux, il y a aussi un truc un peu inimaginable de dire, en fait, elles étaient en détention et dans des conditions atroces. Enfin, je veux dire, c'était vraiment l'horreur de l'horreur. Et en fait, restent en vie jusqu'à l'accouchement. Accouchent donc dans les centres de détention et de torture. Il y en a à peu près 800 dans toute l'Argentine. Et il y avait un truc de dire, on les garde en vie jusqu'à l'accouchement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait ? Les bébés, pour certains d'entre eux, c'est pas tous, je veux dire, tous les enfants n'ont pas été aussi volés. On compte qu'il y a en gros 30 000 disparus, c'est très intéressant, la question des chiffres est hyper politique, et on compte qu'il y a à peu près 500 enfants qui ont été volés. Et ce qui est énorme. 300 non élucidés encore. Voilà, à peu près. Ce qui est énorme, mais c'est pas non plus 1 million. Enfin, c'est étrange, parce que c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois pas... Bref. Et donc, il y avait un certain nombre de ces bébés qui étaient ce qu'on appelle appropriés, c'est-à-dire qu'ils étaient... les militaires les prenaient, et donc là, il y avait pas mal de possibilités, parce que soit c'était des gamins qui se retrouvaient en adoption dans des circuits classiques. Moi, je connais des gens qui ont été adoptés par des gens de bonne foi, en fait, qui pensaient réellement adopter un enfant, sachant qu'en Argentine, comme dans tout un tas d'autres pays, il y avait aussi ce truc de dire, à l'époque, je veux dire, de dire, les enfants, ça pouvait aussi éventuellement s'échanger un peu sous le manteau. Toi, t'as 6 enfants et t'as pas trop de quoi les nourrir. Moi, j'ai de l'argent et j'arrive pas à avoir un enfant, donne-moi un, machin. Et c'est pas uniquement spécifique à l'Argentine, mais en tout cas, j'ai rencontré des universitaires qui m'ont expliqué que ça se faisait quand même. Et donc, il y avait ce truc des fois, il y avait une bourgeoise qui arrivait avec un enfant, personne posait de questions, et voilà. Mais ça arrive, voilà. Et le riche qui prend quelque part l'enfant du pauvre, le principe de l'adoption internationale, au final, c'est un peu ça. Donc, je veux dire, c'est pas... Quelque part, rien n'a été non plus inventé. Mais donc, il y a des gamins qui partaient en circuit d'adoption classique. Il y a des enfants qui étaient où c'était « je suis militaire ». J'ai la possibilité de prendre cet enfant, ma femme est stérile, ou mon cousin n'a pas d'enfant, ou machin, je donne un peu le bébé, mais comme un... Voilà, vraiment, c'est une chose, en fait. Et il y avait aussi carrément des gens... le cas de Victoria dont on parle dans le bouquin, le militaire, le colonel, qui a tué ses parents... Qui a été rebaptisé Maria Sol. Ah oui, ils étaient tous, tous Victoria rebaptisés. est devenue Maria Sol. Ils étaient tous rebaptisés. Ouais. Et donc, lui, par exemple, c'est lui qui a dirigé l'opération militaire qui a tué les parents de Victoria, et ensuite il a pris le bébé pour lui. Donc, ce qui est quand même tordu, quoi. C'est absolument. Voilà.
la méthodologie d'appropriation apparaît dans ce livre. Hein, parce que effectivement, pardonnez-moi, je vais vous flatter, mais ce qui est ce qui m'a absolument charmé dans ce livre, séduit, c'est le fait qu'il y a cette dimension poétique, littéraire, et pour autant, il y a une dimension malgré tout journalistique. C'est de la non-fiction, il n'y a rien d'inventé, il n'y a pas une virgule d'inventé. Et donc, on est à la fois informé et ému. Voilà, c'est ça. Et les photos aussi nous émeuvent. Et ce qui m'a... moi, je m'en fiche. C'est pas le propos de dire ce que je ressens moi, mais je pense que ce qui peut toucher le lecteur et ce qui peut peut-être le surprendre, c'est que vos photos, elles ne sont pas frontales. Il y a effectivement certaines photos qui montrent des victimes, mais c'est fait avec... pardonnez-moi le mot, mais délicatesse. Vous êtes d'accord? Oui, en fait, c'est les mêmes défis, c'est les mêmes défis avec la photographie. C'est-à-dire, Emiliana a écrit un texte plus poétique et plus évocatif. Et le défi, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire que on doit montrer quelque chose, mais pas d'une manière journalistique, pas d'une manière classique, même s'il y a des photos très classiques. Et là, on essayait de changer quelque chose, et on essayait aussi, parce que nous avons fait la diagrammation, nous avons fait la maquette, nous avons fait toute la couleur, tout. Oui, c'est l'ordre de les images, l'ordre du texte, tout, c'est nous qui le fait. Et je pense que la manière de faire les bouquins, c'est-à-dire de l'ordre de dire, oui, ce texte avec cette photo après cette photo, et le final, c'est avec cette photo qui n'est pas description. Et c'est une manière aussi de créer quelque chose de plus poétique, plus clair, plus évocatif. Parce Quand que vous dites que ce n'est pas description, ce n'est pas de la paraphrase. C'est-à-dire, on ne dit pas avec la photo la même chose que ce que dit le texte. La photo apporte quelque chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les photos ont des légendes au final du bouquin, mais la dernière photo n'a pas légende. Et c'est à propos, c'est de dire, oui, ces photos, ça restait comme ça. Et c'est une manière de dire, il y a beaucoup d'ombre, par exemple, il y a beaucoup de choses qui floues, mais c'est pour dire que les choses ne sont pas claires. Même au niveau d'écriture, il y a quelque chose. Et c'est parce que c'est la mémoire aussi. C'est une chose. Oui, effectivement, vous avez parlé d'évocation, des images évocatrices, et c'est tout à fait ça. Émilienne, cette démarche-là d'avoir des photos sur votre texte, comment vous l'avez perçue? Vous m'avez dit que c'était Adrien Bosc, votre éditeur, qui a eu cette idée-là. C'est quelque chose qui vous a séduite tout de suite, ou au contraire, vous vous êtes dit, après tout, un texte, ça peut se suffire? Non, moi j'étais partante. J'étais partante, et je pense que ce qui était important dès le départ, c'était par contre de dire attention, justement, on fait pas un truc illustratif, c'est pas étant dans l'œil photographique, puisque c'est moi qui ai dit donc à Adrien, peut-être qu'on pourrait travailler du coup avec Raphaël Roy, parce que moi je connaissais le travail de Raphaël, et donc Adrien a validé et tout ça, mais si l'idée c'était de dire on va pas déjà bosser avec quelqu'un qui va avoir un regard. Il fallait quelqu'un qui ait de la poésie dans le regard, quelqu'un qui soit capable d'aller chercher des trucs un peu suggestifs, un peu. L'idée c'était vraiment pas de se retrouver avec un espèce de reportage photo à côté. Ouais. Et puis même au niveau de la maquette, c'était très clair de dire. En fait, c'est ce que Raphaël est en train de dire, c'est qu'on a fait la maquette nous-mêmes, et on l'a fait parce que on a eu quelques propositions de maquettes, et c'était extrêmement... c'était très classique, il n'y avait pas de jeu entre le texte et l'image, et l'idée c'était vraiment de dire d'accord, on mélange le texte et l'image, mais il n'y en a aucun qui prend le pas sur l'autre,
C'est-à-dire, si c'est un bouquin photo, en fait, un livre photo, on lit pas le texte. Enfin, et on le sait tous les deux, parce qu'on a on étant photographe, on a pas mal de livres photos. On lit pas le texte, en fait, des livres photos. Ou vraiment, vraiment, il y a une démarche, quoi. Et l'idée, c'était de dire, les photos sont pas non plus là, c'est pas une béquille, c'est pas une illustration. Et ça, c'était très important pour nous de dire, il y a les deux récits, et ensuite, comment on les fait vraiment dialoguer et faire écho l'un avec l'autre. Et c'est pour ça qu'au final, on a fini par faire la maquette, parce qu'on était là, personne nous propose un truc où il y ait comme ça ce jeu, où il y ait cette résonance des deux voix. Donc en fait, on a créé nous-mêmes. Ça a été facile à faire ou pas? La maquette? Vous êtes arraché les cheveux ou... Je sais pas, mais au final c'est comme un jeu de oui, c'est ça, parce qu'on a imprimé tous les textes, toutes les images, parce qu'il y a au final à la fin il y avait une sélection de 50 photos, un peu plus, et c'est dire oui, cette photo non, cette photo oui, et après c'est la diagrammation, et je pense que c'est un jeu, et aussi c'est un peu comme les montages au cinéma. Oui. Ouais. Pour moi c'est et je pense que pour toi aussi c'est une sensation de dire, par exemple, si il y a une porte, il ne va pas fermer jusqu'à l'autre page, il y a des images qui débordent, complètes dans tous les en las dos páginas qui occupent les deux pages. Voilà, c'est une manière rythme, de... en fait, c'est un rythme, et c'est aussi de dire, oui, ce texte, avec cette photo, crée quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais je pense qu'en fait, c'est chouette. Monstre. C'était un boulot absolument monstre. Oui. Mais c'était... mais je pense que c'était chouette, c'est qu'on est d'accord, je pense, avec la taille, qu'on a commencé à dire la taille, oui, c'est pas un bouquin. Le format aussi du bouquin, en fait, on a vraiment tout choisi, on a une liberté totale. La couleur, c'est dire oui, une photo d'archive, oui, une photo d'archive, oui, c'est ça. Et c'est chouette parce que c'est... Vous écoutez Emilienne Malfato et Raphaël Roa à la librairie Ombre Blanche, samedi 29 mars 2025, pour la publication de leur livre aux éditions du Sous-Sol, L'absence est une femme aux cheveux noirs. Vous ne m'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure au sujet du choix de la forme poétique, de cette disposition du texte. C'est spontané, en fait. En fait, c'est... Et débrouille-toi avec ça. Non, mais je me suis pas dit, on va faire un truc poétique. En fait, à un moment, il me semblait que c'était naturel, ça venait comme ça, naturellement. D'accord. Donc, oui, du coup, j'ai pas de réponse. D'accord. Mais j'accepte. Et il y a une deuxième question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais c'était ma faute, je les ai posées trop ensemble. C'est qu'est-ce qui vous a amené à cette histoire? Et qui apparaît effectivement, vous vous penchez là-dessus, parce qu'au départ, vous ne le savez pas exactement. Non, au départ, je ne le sais pas exactement. Il y a toujours une partie de moi qui ne le sait pas exactement, mais pourquoi est-ce qu'on va vers certains sujets? Pourquoi est-ce que tout ça, il y a des mélanges de hasard et tout ça. Enfin, je sais pas, moi j'ai... Vous avez quelques pistes là. Oui, mais il y a aussi un mélange de dire pourquoi ce thème-là, en fait. Par exemple, moi je suis très intéressée au final par la question par la question de ceux qui hantent, par la question des fantômes, tout ça. Donc, bon, après, moi, j'ai vécu en Irak plusieurs années, j'ai vécu là-bas comme journaliste de guerre, donc il y a sûrement des choses qui ont été des traces aussi de ça. Après, en Argentine, en fait, moi, à un moment, il y avait une curiosité très personnelle, qui est de dire que la famille de mon père est d'origine italienne, et comme tous les Italiens, un peu crèvent la faim, une partie de la famille est partie en Argentine et dans plein d'autres pays. Et donc, il y avait cette curiosité de dire... moi, j'avais un truc très personnel aussi à dire. C'est quoi cette question? Il y avait cet intérêt-là qui se mêlait à dire... c'est une partie des origines sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Et d'aller creuser ça, en fait, il y avait un peu une espèce de double quête, quoi. Il y avait la quête des origines. Moi, je suivais ça avec les enfants volés, et puis il y avait quelque part des origines beaucoup plus personnelles. Alors, comment avez-vous procédé? Vous posez des questions, vous approchez des gens, et vous vous rendez compte que la plupart ne veulent pas répondre, c'est ça?
Ou plutôt que c'est plutôt les familles des victimes qui parlent, mais au-delà de ça. Oui, en fait, les gens, en gros, en Argentine, les gens qui sont dans cette mouvance des droits de l'homme, tout ça, ou qui ont senti passer la dictature, ou enfin voilà, eux, oui, ils veulent en parler, juste que c'est hyper important et tout ça. Et après, les autres en ont un peu marre. Et il y a un côté, et du coup, c'est là que ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas en fait si les gens en ont un peu marre, parce qu'il y a un côté, ça va, ça fait 40 ans, on arrête d'en parler. Mais comme avec plein d'autres choses, enfin, je veux dire, c'est comme avec tous les sujets qu'on veut mettre sous le tapis en disant bon, ça va, on arrête là. Et en même temps, il y a cette espèce de doute de dire bon, mais vous, en fait, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que faisaient vos parents, machin. Et non, sinon, bah, enfin, à la base, il y a un travail journalistique tout à fait classique où on pousse des portes, on va parler. Enfin voilà, j'aime bien prendre mon temps, donc moi j'ai des interviews fleuves de 5 ou 6 heures. Enfin voilà, c'est très très classique en fait. Après à ce niveau-là, avec des choses personnelles en fait, le fait d'avoir du temps et de ça permet d'avoir des récits peut-être un peu plus. Enfin moi, ce qui m'intéressait, c'était plus les ressentis que les faits, quoi. Parce qu'encore une fois, les faits, on les connaît. Oui, mais encore une fois, ils apparaissent aussi. Ah ouais. Et c'est Mais parce qu'il les faut, mais il ne faut pas que les faits. Ouais. Et parlons des folles de mai. Alors moi, j'ai toujours un problème parce qu'en France, les gens ils disent les folles de mai. Et ça vous plaît pas? Bah ouais, parce que en fait, las locas, c'était le terme utilisé par la dictature. Surtout quand vous dites les folles. Alors, on m'a déjà eu dit en France, non, mais c'est parce qu'elles sont folles de douleur. D'accord, mais il n'empêche qu'en Argentine, qui utilisait le terme las locas, c'était que la dictature pour les discréditer. Non, mais c'est... Donc, tout le monde à l'avenir dira les mères ou les grands-mères. Oui, non, mais vous avez raison de le souligner, mais comme vous le disiez aussi, c'est l'expression lexicalisée qui a été utilisée en France. Et c'est courant. C'est courant mais c'est terrible, en fait. C'est terrible, quoi. Tout à fait. Mais parlons de ces mères, alors. Oui. De ces grands-mères. Oui, que voulez-vous savoir? Un rappel, tout simplement, historique. Ah, très bien, un rappel historique. Eh ben, imaginez que vous êtes une femme argentine et que vous avez un enfant qui a, je sais pas, 16 ans, 20 ans, voilà, et puis un jour, il rentre pas à la maison. Et c'est la dictature, et qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est vraiment ça, c'est aussi bête que ça, c'est qu'est-ce que vous faites? Donc, vous commencez à demander à droite, à gauche, machin, tout ça. On vous claque la porte au nez, on vous rit un peu au nez, tout ça. Et à un moment... moi, j'en ai rencontré justement des grands-mères et des mères de la Place de Mai. J'ai même eu la chance de rencontrer une des très orgueilleuse d'avoir été, très fière d'avoir été une des 12 fondatrices originelles, qui est morte depuis. Et en fait, moi, par une espèce de bouche à oreille, elle finit par arriver sur la Place de Mai. Et c'était vraiment le tout début. Et il y avait 2 femmes, 3 femmes comme ça qui échangeaient un peu des infos. Ah, moi, je cherche, machin, il a disparu là, tata. Je suis allée à la morgue. C'était un peu, en fait, une mise en commun des informations. Et je sais pas, un truc de solidarité, enfin voilà, une espèce de... Ça naît de façon très très spontanée, et ces femmes commencent à se retrouver sur la Place de Mai une fois par semaine. Et donc voilà, elles commencent à se retrouver, et sauf qu'on est évidemment en dictature. Donc un jour, la Place de Mai, je sais pas s'il y en a qui connaissent Buenos Aires, c'est une grande place dans le centre, et il y a le palais présidentiel sur cette place-là. Et un jour, ce qu'elle m'a raconté, moi, Delia, c'est qu'un jour, un garde du palais présidentiel vient leur dire mesdames, vous n'avez pas le droit de vous rassembler, circuler. Et en fait, elles ont circulé, donc elles ont commencé à tourner autour de... Il y a une espèce de mât au milieu. Et donc, elles ont commencé comme ça à faire des rondes. Et c'est devenu les rondes de la Place de Mai. Et puis, à chaque fois, ça grandissait. Il y avait des gens qui s'agrégeaient. Et c'est devenu un truc... très symbolique. Enfin voilà, les mères et les grands-mères en Argentine, c'est quand même un peu des vaches sacrées, quoi. Je veux dire, et quand vous les voyez, enfin vraiment, c'est un peu aussi des dinosaures parce que désolé pour la comparaison animale, mais je veux dire, enfin elles disparaissent, c'est vraiment des vieilles dames, quoi. Mais il y a un respect, il y a un amour autour d'elles. Vous voyez les gens autour d'elles, enfin il y a un vrai truc, quoi. Et on les touche pas trop. Enfin, il y a un côté quand même. Voilà, quoi. Il y a une histoire terrible à ce sujet. C'est un jeune homme. Ah oui, Astiz. Est-ce qu'on peut l'évoquer? Oui, bien sûr. Parce que en fait,
c'est là c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que, alors que c'était la dictature, alors qu'on faisait disparaître des tas de gens, pourquoi est-ce que elles, on les a pas trop touchées pendant la dictature et en fait, enfin, il y a quelque chose que moi je trouve très ironique quoi dans cette histoire, c'est que en fait, c'était des femmes, c'était un peu des petites vieilles, elles avaient l'air très respectables et du coup on les pensait vraiment inoffensives et les dictatures disaient ça va quoi, c'est des bonnes femmes, elles vont rien faire et elles jouaient de ça, c'est-à-dire qu'elles se retrouvaient par exemple dans des salons de thé avec leurs tricots et elles faisaient semblant de s'échanger des astuces de tricot. Enfin, il y a quelque chose de très drôle en fait, enfin de très ironique, de très triste, mais aussi de drôle là-dedans de voir. C'était vraiment quoi, les mamies enquêtrices. Enfin, à l'époque c'était moins des mamies, mais il y avait ce côté comme ça, une espèce de mamie fait de la résistance quoi. Et sauf que tout ça est à nuancer parce qu'il y a aussi des maires de la place de Mai qu'on a fait disparaître, notamment à Susana Flores, qui a été jetée aussi d'un avion. Oui, parce que c'est ainsi qu'on procédait pour oui, ceux qui l'ignorent. Oui, ça c'est une technique d'ailleurs inventée par la France pendant la guerre d'Algérie. On va en parler, voilà, beaucoup de choses inventées par la France. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elles ont été infiltrées, les mères et les grands-mères, puisque les grands-mères étaient des mères. Voilà, elles avaient juste la double casquette, par un militaire qui s'appelait Astiz. Et qui était, et là c'est terrible parce que en fait quand elle le raconte c'est en gros pourquoi c'était des femmes aussi parce que les hommes donc auraient été beaucoup plus facilement arrêtés, inquiétés, tout ça, et Astiz il était là, il traînait en gros un peu sur la place de Mai pendant les rondes, très beau jeune homme, et voilà, et c'est ça en fait, c'est parce qu'il était très mignon et qu'il avait une tête de jeune premier et que c'était un blond aux yeux bleus, et bon les Argentins étant, enfin les Argentins sont quand même très racistes aussi, donc je pense qu'il y avait un côté de c'est un mignon petit jeune homme blond, machin. Et donc elles l'ont bien aimé, il était tellement mignon. Sa sœur avait, je crois qu'il disait que c'était sa sœur. Enfin voilà, il disait ma sœur a disparu ou mon frère a disparu. Et donc il est rentré dans le truc. Et il les a, c'était son boulot quoi. Enfin, je veux dire, il les a vendus, il y a eu une embuscade. Et voilà quoi. Donc ouais, c'était. Donc voilà, cette histoire de dire que le fait d'être des femmes les protéger, c'est à nuancer par ce genre de truc. Quoi. Vous évoquiez le rôle de la France, vous parlez de l'international de l'horreur, vous évoquez plus précisément effectivement le fait que des techniques de torture aient été apprises, enfin enseignées plutôt par la France. Oui, tout à fait. C'est bien simple, en fait la France avait eu les guerres de décolonisation, où il y avait eu, il y a un très très bon livre, aussi un documentaire de Marie-Monique Robin qui s'appelle Les Escadrons de la mort, l'école française, qui raconte très bien ça. Mais en gros, il y avait eu déjà la guerre de décolonisation en Indochine, où il y avait eu, j'imagine, des gens tortureurs et torturés. Ensuite, la France s'est bien fait la main en Algérie, enfin, très clairement. Par exemple, le film de la bataille d'Alger a servi, et c'est là que a servi comme, enfin, on le montrait en fait dans les académies militaires de torture comme un truc de voilà comment on quadrille, voilà comment on torture. Enfin, c'était utilisé comme méthode d'enseignement. Et la France formait des militaires, notamment des militaires de la CIA. Et ensuite, soit la France ensuite formait directement à ce qu'on appelait l'école des Amériques, qui était une école de torture en fait au Panama, soit les États-Unis en prenaient la main. Mais en fait, la France est quand même à la base de beaucoup de choses. Voilà, balancer des corps dans la mer, c'est ce qui se faisait en Algérie. Il y a vraiment une spécificité française à ce niveau-là. Et puis ensuite, voilà, tout ça passait par la CIA et ça descendait comme ça. Et dans certains centres de torture et de détention, il y avait des conseillers militaires français et états-uniens. Ouais, non, c'est pas parce que notre honneur, on va dire. Non, parce que la France aime bien dire la patrie des droits de l'homme, ouais, enfin, voilà. Raphaël, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez abordé votre travail, parce qu'on a dit qu'effectivement vous vouliez éviter le reportage, le photojournalisme, on va dire, mais qu'il fallait vous adapter à cette écriture poétique, suggestive. Mais pratiquement, comment ça se faisait? Vous promeniez dans Buenos Aires et vous laissiez vagabonder votre imaginaire. Comment ça se passait?
c'est exactement comme ça. Et au début, nous avons parlé beaucoup avec Emilien. Et, oui, et il y avait toujours une sorte de conversation de dire oui, qu'est-ce que tu as écrit, et qu'est-ce que t'as pensé de, je sais pas, de quelque chose. Et après, nous avons parlé avec un mec dans la rue et le mec nous a dit quelque chose. Et après, toute cette sorte de choses m'a aidé pour évoquer peut-être quelque chose après. Et je pense peut-être qu'au début, c'est difficile de dire comment est-ce qu'on va raconter une histoire bougée, obscure, comment est-ce qu'on va raconter. Et je pense qu'en Uruguay, je pense qu'il y avait quelque chose qui cassait mon manière de voir l'histoire. Parce qu'on était à Uruguay, on était dans la plage et on a vu des animaux morts sur la plage et on a marché parce que en fait Uruguay c'est un pays un peu particulier et la plage c'est un peu si c'est un peu et à un moment on a marché sur la plage et on a vu des gros animaux, comment ça s'appelle, les lions de... Des lions de mer, non, des lions de mer. Des lions de mer, des cachalots, ouais, comme des morses, voilà. Ouais, comme des petits morses, ouais. Des Ou grosses, des otaries. des grosses morses, très loin. Et on a pensé, ça c'est les corps d'une personne. Ça c'est les corps d'une personne et nous avons marché, et il y a beaucoup de pluie. Et après ça, on essayait, il y a une photo de cette plage après le soir. Et je pense qu'à un moment, j'ai coupé quelque chose. Et après, on a voyagé au nord de l'Argentine. Et c'est une manière de dire, oui, on va faire les portraits plus classiques, les portraits plus formels qu'on peut faire. Mais on va laisser aussi comment dire, on va essayer on va laisser partir l'imagination, on va laisser partir quelque chose plus comme ça, plus, je sais pas, c'est bizarre. Mais je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'écouter les entretiens d'Emilien. Parce que c'est bien d'entendre les gens qu'on parle les gens avec par exemple Guillermo, avec par exemple Victoria, et d'entendre la manière, les voix et ça m'aidait quelque chose parce qu'après je pouvais lui dire oui, fais comme ça parce qu'il y a une sorte de confiance. C'est pas seulement d'arriver chez vous, chez leur et dire oui, fais comme ça, fais ça. Non, c'est une proximité différente. Je vous prends un peu par surprise, Emilienne, mais vous accepteriez de lire un extrait ? Parfait. Si vous voulez. Ah ben, ce que vous souhaitez, vous. Ah, ok. C'est vous la chef. C'est un pays qui ment, qui ne veut pas se souvenir. Une ville de mensonges. Buenos Aires aux longues avenues et aux relents humides, où l'espagnol a l'accent italien, où le fleuve ressemble à la mer, où on prétend avoir oublié. C'est un pays étrange où il manque des gens. C'est comme ça. Comment le dire autrement ? Il en manque quelques milliers, on les a emmenés, ils ne sont jamais revenus. Et quelque part, une femme teint ses cheveux de noir pour garder le même visage, pour que le frère disparu puisse la reconnaître dans la foule, si un jour il revient. Et ici, dans la grande ville de la furie, sur les vitres des bus, les affiches du recensement, comment compte-t-on ceux qui manquent ? Ils ne sont pas là ? Ils ne sont pas là, avait dit le dictateur lui-même. On ne sait pas où ils sont. C'est leur caractéristique majeure, ils sont nulle part et partout à la fois. Sur les pavés, sur les marches, sur les murs, à un moment c'est un visage en noir et blanc, ou un dessin au pochoir, ou un chiffre, 30 000. 30 000 c'est beaucoup. Bataille sur les chiffres ici. Une vraie boîte de Pandore, à ce qu'on m'a dit. Mieux vaut ne pas en parler, ne pas poser la question, ne pas ouvrir la boîte de Pandore, ne pas ouvrir la porte à l'extrême droite. Et puis il y a ceux qui ne sont pas ceux qu'ils sont vraiment. Est-ce que ça fait sens, une phrase comme ça ? Est-ce qu'on peut ne pas être la personne qu'on est ? Pour cela, il faudrait déjà le savoir. Identité volée, vie volée, pas le bon prénom, pas le bon nom, pas les bons parents, des petites silhouettes emmaillotées de blanc ou d'une autre couleur, passées de main en main, de bourreau en bourreau, parfois d'autres mains mercenaires, mains religieuses,
Main du militaire, du flic, de l'ami du flic qui rentre à la maison un soir avec une petite silhouette emmaillotée entre les mains qui ont peut-être appliqué la picana tout le jour durant. Regarde, ma chérie, ce que je te ramène. On leur prenait leur origine, leur histoire, leur père, leur mère, loin dans le ciel, loin dans la mer. On leur prenait leur nom et même les montagnes bleues dont Victoria avait la nostalgie, sans les connaître. Du temps où elle s'appelait Maria Sol et adorait son papa, qui n'était pas vraiment son papa. Et tout ça pour finir avec une vie tissée de mensonges et des cauchemars de métal plein la tête. Voilà, monsieur, voilà ce qui se passe dans cette ville. C'est peut-être ce que j'aurais dû dire au chauffeur du bus 29 quand il m'a dit que forcément on sait toujours où on va. Lui dire ça et lui demander, monsieur, que faisiez-vous en 76, le 24 mars? Vous vous rappelez? C'était l'aube. Et dans la nuit, loin de Buenos Aires, très au nord, un homme qui est aujourd'hui vieux rêvait de gens rassemblés et fusillés sur une place, alignés contre un mât, les corps brisés sous les balles des militaires. Federico s'était réveillé en sursaut, en nage, sous la lourde couverture de laine blanche. Le jour se levait à peine et il faisait très froid. Et à Buenos Aires, le coup d'État venait d'avoir lieu. C'était le 24 mars 1976. C'était un mercredi. L'automne argentin et la lumière dorée, et les rues semées de feuilles jaunes et roussies, et dans les rues du vert, uniformes, armes et jeeps, et au pouvoir les uniformes. Un bleu presque noir, encore que les couleurs ne comptent pas, tout ça s'est passé la nuit. Un coup d'État rondement mené, Isabelita en route pour une prison très au sud, au pied des grandes montagnes blanches, la veuve de Perón, la présidente démise, et les uniformes au pouvoir, et au petit matin, les gens se sont réveillés en dictature. C'est aussi simple que ça. La radio diffusait les communiqués de la junte les uns après les autres, chaque fois les cuivres bonbonnants, une marche militaire, puis la voix du speaker. Communiqué numéro 1, le pays se trouve sous le contrôle opérationnel de la junte militaire. Communiqué numéro 2, le pays se trouve en état de siège, interdiction de se réunir sur la voie publique et de propager des nouvelles alarmistes. Et ainsi de suite, communiqué numéro 8, le calme règne dans le pays. Les cuivres bonbonnés, le calme règne, il ne s'est rien passé. Et les Ford Falcon vertes tournaient dans les rues, et la picana picanait dans le grand parc, et le lendemain, un des plus grands quotidiens titré « Tout est normal ». Voilà, monsieur, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà comment on entre en dictature. Bravo. Une musicalité au service de... Voilà. Sans commentaire. Je vois l'heure qui tourne, donc il va falloir résumer avant de passer la parole, bien évidemment, au public. Mais je voudrais qu'on évoque cet émaillé de rêves. Sur quoi repose ce choix? Sur le fait qu'à chaque entretien, j'ai parlé aux gens de leurs rêves. On leur demande, voilà, c'est un truc que je faisais systématiquement. De leur demander s'ils avaient des rêves particuliers, s'ils en avaient eu, s'il y avait des trucs comme ça un peu plus abstraits. Et il y en a eu un certain nombre qui m'ont semblé intéressants. Et puis, alors ça, c'est une réflexion a posteriori, parce que c'était pas intentionnel au départ, mais en fait, ça fait du coup quelque chose d'assez fragmenté, comme ça, avec des inserts, des choses comme ça. Et c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, les photos sont floues, elles sont bougées, elles sont obscures, c'est comme la mémoire, et en fait, la mémoire, elle est fragmentée aussi. Et le texte est fragmenté à l'image de cette mémoire. Absolument. Alors, on va passer... au présent, et puis, ou plutôt un passé d'abord relativement récent. Après la dictature, on a Videla qui subit un procès, qui mérite son procès avec Madeira, se retrouve en prison. Le procès a lieu en avril 1985, mais suit une loi d'amnistie qui fait qu'on... Je résume grossièrement et vous pouvez tout à fait intervenir pour me corriger. Je vous vois. Oui, non, en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que la dictature prend fin en décembre 83. Et oui, voilà, moins d'un an et demi plus tard, il y a toutes les grosses têtes pensantes de la junte, en fait, sont sur le banc des accusés. Et ça, c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, il y a un assez bon film qui s'appelle 1985, je ne sais pas si c'est traduit comme ça en français, ou La Historia Oficial, mais sur les procès de la junte, et qui raconte justement ce moment où le nouveau gouvernement argentin dit comme ça, non, non, on va faire un procès et on va le faire, et on va le faire.
Et donc, il y en a un certain nombre qui partent en prison, dont Videla et Macera, qui étaient les deux plus grosses figures de la dictature. Et après, la question se pose en fait de tous les autres, et c'est toute la question qui se pose après les dictatures, avec tout ce genre de choses. En fait, c'est de dire jusqu'où s'étend la chaîne de responsabilité. Et donc, en gros, tout le corps militaire, parce que la dictature, la démocratie à cette époque-là est quand même très, 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 très fragile. Et donc, tout le corps militaire, qui à cette époque-là est donc encore très, très puissant, à un moment, il y a un côté de dire, OK, c'est bon, vous avez mis les grands chefs en prison, mais nous, venez pas nous embêter. C'est-à-dire tout le corps militaire qui, eux, sont susceptibles, enfin, on peut leur demander des comptes, disent, bah non, par contre, nous, on va pas aller en tôle, quoi, c'est bon. Et du coup, il y a des lois d'amnistie qui passent, donc il y a la loi du point final qui dit bien son nom, parce que le point final, voilà, et la loi de l'obéissance due, et ça, c'est des lois qui passent suite à des soulèvements militaires. Il y a vraiment les militaires mettent vraiment la pression, en fait, sur le gouvernement. Et puis ensuite, il y a carrément Menem qui arrive au pouvoir dans les années 90, et lui, il les amnistie, Videla sort de prison. Voilà, voilà, Videla quoi. est sorti de prison. Oui, Videla sort de prison, il n'y a pas de souci, quoi. Ah, ouais. Et ensuite, il faut attendre après l'arrivée de Kirchner au pouvoir au début des années 2000. Oui, on est en 2011 pour le procès qui... Voilà, et ensuite, donc, il y a des politiques de droits de l'homme, et Kirchner, alors les Argentins sont très pro ou anti, quoi. On est péroniste ou anti-péroniste, on est kirchneriste ou anti-kirchneriste, et Kirchner... il a fait un truc qui est extraordinaire, c'est qu'il a vraiment pris le problème à bras de corps. Il arrive au pouvoir et il y a cette scène, qui est très symbolique où il fait enlever le portrait de Videla. Il est à l'académie militaire et il s'avance. On voit on peut trouver la vidéo, quoi. Et il dit j'ai oublié le grade, le machin, mais au grand chef du corps militaire argentin, il le fait monter sur une chef, il dit vous enlevez le portrait de Videla, et le mec s'exécute, et il peut pas faire autrement. Et on imagine bien que le militaire à l'intérieur de lui, il a aucune envie, mais c'est vraiment Kirchner qui dit non, maintenant les droits de l'homme, on en parle, on fait des politiques d'État. Et là, c'est là que la ESMA, qui est le grand centre de torture de Buenos Aires, devient un musée. Enfin, c'est là qu'il y a tout ça qui se met en place, en fait. Et qu'il y a du coup, il y a réouverture des procès, avec une justice ordinaire. Et des procès qui durent encore aujourd'hui. On peut les suivre en direct, et c'est un truc. Il y a des calendriers des procès. Vous pouvez voir telle date, c'est prévu l'audience de machin, et dans tout le pays. Et il est affirmé que là, l'enlèvement d'enfants relevait d'un système. Relevé d'un système. En fait, c'est tout l'enjeu du méga procès. Il y a eu un espèce de méga procès sur justement l'appropriation d'enfants. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer comment on dit, le fiscal, le procureur, oui c'est ça, le procureur, du procès, et c'était passionnant, parce qu'en fait il fallait démontrer, parce que quelle était la ligne de défense, c'était de dire non, il y a 2-3 mecs qui ont déconné, qui ont volé des enfants, mais non, nous, pas vu, pas pris, je suis pas responsable de ce que fait, et en fait il a vraiment fallu démontrer ça, et il y avait plein de manières de démontrer. Par exemple, les prisonnières enceintes tournaient, vous pouviez être détenues par l'aviation et aller accoucher à la ESMA, qui correspondait à la marine, et donc là il y avait coordination entre les différents corps d'armée. Il y a eu des notes il y avait des notes diplomatiques, il y a eu des trucs déclassifiés, et ils ont réussi à démontrer ça, et ça a été un truc monumental, quoi. Et maintenant, le problème, c'est que il y a, pour reprendre une expression qui figure dans votre livre, il y a un homme venin un homme trait d'union venin à la tête de ce pays. Tout à fait. Donc ça doit compliquer les procès dont vous parliez. Ça complique tout, en fait. Avec la ESMA. Tout, il coupe les budgets, il casse tout. C'est un Milei, je veux dire, c'est un négationniste, c'est un facho, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et il coupe les trucs. Et alors lui, il est partisan, parce que donc le 24 mars, c'est la commémoration du coup d'État, et Milei, il dit très bien, on va commémorer, mais on commémore ce qu'il appelle la mémoire complète. Et c'est un truc dont certaines personnes, qui sont en général quand même des gens de droite ou d'extrême droite en Argentine, sont partisans. C'est l'histoire de la mémoire complète et de la théorie des deux Némons, qui en gros revient à dire ah oui, la dictature a commis quelques erreurs, certes, mais en face, il y avait les guérillas. Et donc, les guérillas d'extrême gauche étaient très, 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 très méchants. C'est vraiment les deux démons. Certes, la dictature était un peu un démon, mais quand même, il y avait la guérilla. Donc, de partout, la balle au centre. On efface tout ça, et voilà. Alors, c'est incomparable. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et c'est une manière de noyer le poisson, et il coupe les budgets.
Toi, tu as reçu un mail récemment des archives nationales qui gèrent ça, les archives de la qui dit qu'il y a personne en ce moment qui travaille dans les centres de mémoire, d'archives. D'archives de la mémoire, ouais. Et voilà, ils ont viré tout le monde, en fait. Oui. Ils virent tout le monde, quoi. Oui. Et à la ESMA, je pense que c'est pareil, parce qu'en fait, avec la ESMA, c'est particulier parce que c'est pour l'UNESCO. Oui, c'est protégé par l'UNESCO. Enfin, c'est dans la liste de l'UNESCO. C'est protégé un peu. Mais... ce que les gens nous ont dit, c'est il ne va pas fermer les institutions. Il va couper les budgets. Et c'est la manière, avec les universités publiques, avec tout, c'est la manière plus polie de le faire. Il y a un certain Trump qui fait pareil d'ailleurs. Pour les budgets. Ce micro est à vous. Merci. D'abord, je voulais vous dire que j'ai commencé à le lire ce matin, le livre, et j'ai vraiment beaucoup aimé le langage poétique, et c'était très émouvant pour moi. Et même les photos sont poétiques, je trouve. Et puis il y a certains passages qui m'ont rappelé, moi je viens d'Algérie, et il y a certains passages qui ont été frappants. En fait, c'est très intéressant à quel point ça a une dimension un peu universelle. Moi je me rappelle dans les années 2003-2004, j'avais 7-8 ans, et mon père regardait les infos, et puis je vois l'ex-président Bouteflika qui s'adresse à une foule, et il y avait des mamans d'enfants qui ont disparu pendant les années 90, pendant la guerre civile. Et il y a une femme qui prend la parole et s'adresse au président, lui dit mais où sont nos fils, où sont nos enfants? Et là, il lui répond en toute simplicité, ils sont pas là, ils sont pas dans ma poche, vos enfants, rentrez chez vous. Et je me rappelle, quand je lisais ce passage en particulier qui dit ils sont pas là, il y a cette image-là qui m'est venue. Et voilà, je trouve que cette dimension un peu universelle est très... Internationale de l'Europe, oui. aussi. Oui. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci pour votre travail, par les mots et les images. Alors, j'ai une question sur l'avenir également. C'est-à-dire que, de vos travaux, c'est-à-dire aujourd'hui, après cet ouvrage, est-ce que vous avez... quels sont vos travaux actuellement? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez une œuvre déjà qui commence à se construire avec les bouquins que vous avez faits? Est-ce que vous avez l'intention de faire ce qu'on pourrait appeler le journalisme littéraire ou le journalisme narratif, c'est-à-dire utiliser les livres pour exprimer votre travail? Et est-ce que vous, par rapport à vos photographies, est-ce que vous avez un projet également éditorial qui est prévu dans les mois ou voilà. Alors, la question des livres pour faire du journalisme, en fait, il y a... moi, je trouve que c'est une super chance d'avoir cette sortie-là, quoi, pour un travail journalistique. Déjà parce qu'on est beaucoup plus libre. Parce que ça, clairement, je suis pas sûre que ça serait passé dans des médias. Parce qu'on peut faire la longueur qu'on veut. Parce que, voilà... parce que aussi ça reste en fait beaucoup plus. Au final, un article, non seulement, donc il y a tout un tas de carcans qui font qu'une écriture journalistique, on va dire bête et méchante, et c'est pas du tout dépréciatif. Je veux dire, je viens des journalistes, mais l'écriture journalistique un peu à la française où il faut surtout pas dire il faut surtout pas machin. Au final, ça fait des trucs assez froids et je veux dire, et les chiffres et les faits. Il y a eu 100 000 morts à Alep. Ah oui, c'est bien, passe-moi le sel. Je veux dire, il y a un côté, si on n'incarne pas les histoires, au final, ça reste pas. Et puis, c'est beaucoup moins maltraitant. Je veux dire, les médias, et notamment les médias français, c'est quand même compliqué d'avoir des relations avec eux. Donc voilà, les éditions du sous-sol n'étant pas maltraitantes, c'est beaucoup plus agréable.
Là, et moi, je sais pas, moi, ça me plairait beaucoup de refaire quelque chose de ce style ou du style de ce que j'ai fait en Colombie, parce que c'était aussi du journalisme narratif. Après, là, il y a quelque chose qui est de la fiction, qui est plus ou moins en cours. Et puis moi, j'ai des projets, enfin, j'ai surtout un projet de photographie documentaire, et qui est vraiment au long cours, parce que ça fait 7-8 ans. Et ça, c'est en Irak. Donc, voilà, j'habite plus en Irak, mais je continue à faire des allers-retours. Et là, c'est quelque chose de vraiment sur le long cours. Voilà, donc il y a un peu ça sur le feu, quoi. Votre duo est remarquable et le bouquin est super. Est-ce que vous, Madame Malfatto, est-ce que vous avez envisagé de faire les photos du bouquin au départ? Non, parce que en fait, ça aurait fait un peu Malfatto entrée plat dessert et ça aurait été un peu l'overdose, quoi, sincèrement. Et puis je pense que c'était le même regard. Il y avait vraiment l'idée de dire il faut deux, voilà, quoi. Alors on va interroger le dessert ou le plat. Oui, et pour moi, je suis en train de faire un projet aussi sur la mémoire, mais c'est à Colombie, et c'est dans une région, comment on peut dire, dans les centres de la Colombie, et où il y avait une organisation des paysans qui a réussi à faire un accord de paix et pendant des années très violentes en Colombie, dans les mêmes régions où les paramilitaires est né, ou les mêmes régions où il y avait de la guérilla, où il y avait du narcotrafic, où Pablo Escobar arrivait, où il y avait beaucoup de violence, et ils ont réussi à créer une sorte de région où il n'y avait pas présence de la guérilla, des paramilitaires, et après ils sont tués, et voilà, c'est un projet de mémoire de cette région, parce que personne connaît pas cette histoire en Colombie, et voilà, c'est ça, c'est un projet de photographie, et c'est documentaire aussi. Merci beaucoup. On va peut-être... Vous avez interviewé les femmes sur leurs rêves. Quels sont les vôtres de rêves? On ne peut pas sortir indemne de d'écrire des trucs pareils. Bonne question. Non, mais il y a des moments où c'était un peu lourd. Enfin, il y a des moments où ça... Voilà, après l'écriture, je pense que c'est assez cathartique. Donc on couche les sauces sur le papier, puis ça les fait quand même un peu sortir de soi. Voilà. Après, oui, moi, ça m'est arrivé d'avoir 2-3 rêves un peu pesants aussi. Mais c'est pas des choses qui stagnent à l'intérieur, parce que ça sort. Ça sort. Voilà, ça sort. Merci beaucoup pour cette... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Emilienne Malfatto et Raphaël Roa autour de leur livre « L'absence est une femme aux cheveux noirs », publié aux éditions du Sous-Sol, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 29 mars 2025, et réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když mi máš tak rád, to můžeš mě třeba 100 let obývat.
můžeš mě třeba 100 let objímat. Když nemáš tak rád, můžeš mě třeba 100